What it do, baby? Hey! Yo, tu peux pas passer une mauvaise journée quand t'entends ce beat-là au début du podcast, là. T'as dang dang dang. Yo, bon. Yo, je sais même pas par où prendre ce podcast-là parce que mon invité cette semaine, c'est Félix Auger-Aliassime. Puis, bon, moi, c'est pas un secret. J'aime beaucoup Félix, c'est mon little brother. Ride or die with Félix, c'est ma gars. Quand il fait quelque chose de bon, je le félicite. Quand il fait quelque chose de cave, je lui dis, c'est rare. Mais il porte des chapeaux qui sont beaucoup trop gros. Quand le chapeau est trop gros, elle est... Je dis Félix, le chapeau est trop gros, Félix. Mais c'était un plaisir de l'avoir sur le pod. Puis autant qu'on a eu une discussion super ouverte, super intéressante, parler de son sport, parler de Roger Federer. Mais ma discussion préférée, c'est à la fin du pod, lorsqu'on parle de pourquoi il n'y a pas autant de blacks qui jouent au tennis, qui font du tennis, qui sont tennismen, tenniswoman. Il y en a, mais c'est pas... comment je pourrais dire, c'est pas un réflexe. Donc c'est une discussion qu'on a eue sur le pod que je trouvais super intéressante. Puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez parce que je pense, une discussion qu'on peut ouvrir. Puis c'est ça. Donc allez écouter le pod @sans restriction sur Instagram. Shout-out Bruno Mercure à la console. Shout-out Mathieu Brutus pour l'intro et la pub que vous allez avoir, parce que peut-être qu'on va avoir une pub, peut-être que c'est l'épisode où on va avoir notre première pub, on sait jamais, mais ce que je sais, c'est qu'on s'en va écouter Kevin Raphaël avec Félix Auger-Aliassime. Et oui, j'ai nommé mon nom à la 3e personne. God damn. Alright, bon, moi Félix, je te dis d'avance, il y a un thème qui revient souvent sur le podcast. Je suis pas capable de faire des bonnes intros. OK. Donc, je vais essayer de faire une bonne intro, puis tu me donneras une note sur 10. C'est bon? OK, c'est bon, je te donne la note. Donc, tout le monde, c'est la première fois qu'on fait un podcast Skype. Donc, on est en quarantaine. On peut pas se voir face à face. Je m'ennuie de ma gars Félix, mais j'ai l'honneur d'avoir Félix Auger-Aliassime, All-Star du tennis, Black Excellence, Instagram influencer. Pas encore. Tu veux juste d'autres choses? Le partenaire travaille pour la communauté. Chaque point gagnant. Explique-moi cette affaire-là de points gagnants, Félix. Chaque point gagnant, $5 pour les enfants au Togo. Puis mon partenaire, la banque BNP Paribas, eux, $15. Donc c'est $20 chaque point gagné. Puis là, jusqu'à présent, cette année, là, il n'y a pas de tournoi en ce moment, fait que c'est pas idéal, là, mais là, on a 1699 points gagnés. Fait que, petit calcul vite fait, là, 1700 points fois 20, ça fait... bro. Ça fait combien, Kev? Ben, yo, je sais pas, man. Je sais pas, bro. T'as 34 000, Bruno. Parce que là, on est en Skype, OK? On est en Skype. Puis Bruno est dans la conversation du Skype. Il vient d'écrire 34 000 $. Ouais, 34 000. Ouais, non. C'est beaucoup d'argent, ça? Ouais. Puis un peu, ben, moi, j'ai une contribution, mais fait que la banque contribue aussi beaucoup, mais c'est vraiment, non, ça fonctionne bien. Wow, félicitations, mon gars. Je suis impressed. Bon, tu vois, moi, tu vois, moi, je t'aime beaucoup. T'es my little guy. T'es comme mon younger brother que j'ai jamais eu. Tu comprends? Mais si Togo fait faillite, c'est ta faute. Ça veut dire qu'il t'était poche. Si les enfants peuvent pas aller à l'école, c'est la faute de Félix. Tu vis comment la quarantaine? Comment je la vis? Ouais. Bien. Écoute, ça se passe bien. Je me fais... tu sais, moi, ça faisait 7 mois que j'avais pas été à Montréal, que j'avais pas été dans la maison ici à Montréal, donc ça fait presque mon affaire. Non, mais pour vrai, c'est comme juste de rentrer à la maison puis faire des choses que ça fait longtemps que j'ai fait, que j'ai pas souvent l'occasion de faire. Tu sais, j'ai un piano ici, je peux jouer au piano, je peux, tu sais, je chill, je regarde la télé. Je lis, je fais des choses que j'avais pas le temps de faire. Tu sais que j'ai même pas encore mon permis, fait que là j'ai étudié mon code de la route. Yo, ça fait aucun sens, mais ça fait aucun sens t'avais pas ton permis, bro. Fait que là je travaille là-dessus. T'as 12 ans? Hein? Bientôt. Mais moi, 11 et demi. Non, 19. 11 et demi. 20 cet été.
Parce que moi, je me rappelle quand moi, j'avais 19, bro, moi, j'étais sous turn-up. Là. Moi, bro, j'étais au cégep Lionel Groux, je jouais au football, je pensais que j'étais all that. J'allais au Golden Night Club de Blainville. Toi, tu passes la moitié de ta vie à Monaco à 19 ans. Bro, explique-moi c'est comment ce shit-là. Là. Ben, c'est sûr que même moi, au début, quand je déménageais là-bas, c'était impressionnant. Puis c'était un gros move, c'est un gros déménagement. Mais après, tu sais, je veux dire, j'ai mon studio, j'ai mon petit appartement. Après, c'est sûr que la vue est plus... c'est quand même pas la même qu'à Antique, mais non, ça se passe plutôt bien. Puis même le déménagement tout seul en appartement, ça se passe bien. Puis à chaque fois que j'y suis, tu sais, j'ai mes entraîneurs, mon équipe qui sont là, donc je m'entraîne pas mal ou je suis en tournoi pas loin. Donc non, ça se passe bien le déménagement à Monaco depuis un peu plus d'un an là. Mais mettons, tu sais, parce que là, moi je me rappelle, durant le mois de décembre, tu me dis yo Kev, viens à Monaco. Je suis comme, ma guy, je peux pas aller là parce que c'est moi qui ai proposé d'aller à Monaco. J'ai dit, pas venir voir à Monaco. T'es dit, ah oui, j'ai un diva. Bon, moi, j'ai pas l'argent pour aller à Monaco, mais le lifestyle là-bas, c'est comment? Tu sais, est-ce que tout coûte super cher? Est-ce que tout le monde est tout le temps habillé en veston cravate? Ouais, non, le lifestyle, c'est spécial. Honnêtement, c'est parce que tu peux y aller puis essayer d'imiter le lifestyle des gens là-bas, ou tu peux y aller puis moi, j'ai pas changé mon lifestyle, j'ai pas changé la personne que je suis, tu sais. Tu portes des chapeaux maintenant, arrête, là. Tu portes des chapeaux maintenant. Je portais des chapeaux bien avant. Non, mais pour vrai, c'est vrai que là-bas, tout est exagéré, genre, tout est exubérant, tout est... Tu sais, les gens, ils ont de l'argent, c'est démesuré comment ils ont de l'argent. Puis après, ça change rien pour moi, mais c'est quand même impressionnant là, de voir ça, puis de voir que, tu sais, je veux dire, t'as un Zara, mais sinon, les boutiques, c'est Chanel, c'est Louis Vuitton, c'est Gucci. Dès que tu vas magasiner, dès que tu sors de chez toi, c'est que du luxe, c'est que des voitures de luxe. Les gens, perso, l'attitude des gens, des fois, c'est pas comme ici, tu vois, c'est pas aussi relax. Les gens, ils se prennent un peu pour d'autres. Des fois, c'est le côté que j'aime moins. Mais après, c'est sûr que l'emplacement, pour moi, pour m'entraîner, pour faire mon métier, pour faire ce que j'ai à faire, c'est incroyable. Mais c'est sûr que au niveau de l'attitude, des fois, de certaines personnes, ou le style de vie, ça me ressemble pas vraiment. Mais moi, de toute façon, je suis là-bas, je fais mes choses. Rien m'oblige à changer mon lifestyle, tu sais. Mais bon. Là, toi, t'es rendu quoi? Genre, combienième au monde? Là? Genre, t'es proche de 1? Là? 20e. Non, 20e. Bon. 20, c'est plus proche que 100. C'est sûr, ouais. Bon, la première fois que t'as eu un bon paycheck, là, la première fois que t'as eu un paycheck que t'as fait, yo, fuck that, je le mets pas dans le compte. C'est quoi tu t'es acheté? Je le mets pas dans le compte. Pour vrai, j'ai pas acheté rien de... encore, j'ai pas acheté rien de démesuré. Genre, tu sais, je conduis pas encore, fait que j'ai pas acheté de voiture. C'est-à-dire que la location de mon appartement, déjà, à Monaco, c'est quand même une grosse dépense. Fait que je veux dire, ça, c'est quelque chose que je me paie. Mais tu sais, si on peut rentrer dans les choses qui sont comme des nécessités, tu sais, mettons, payer ton appart, payer mes voyages, payer mon équipe, tu sais, tout ce qui fait que je peux rouler ma carrière, ça, c'est un peu des nécessités. Mais après, pour me faire plaisir, la plus grosse dépense que j'ai fait comme l'année dernière, j'étais à LA. Puis let's go. J'étais à... Attends, non, je jouais le tournoi à pas loin de LA, puis on est passé par LA pour quand on a quitté, puis on est allé sur Rodeo Drive. Puis OK. C'est ça, c'est Rodeo Drive, je pense. En tout cas, c'est où qu'il y a toutes les boutiques de luxe à LA. Ouais, les affaires de riches, là. Ouais. Puis là, j'avais fait... Tu sais, je commençais à avoir des bons paychecks, puis pour me faire plaisir, tu sais, j'aime quand même la mode, puis là, je suis allé dans les grosses boutiques de luxe, puis j'ai vu comme un veston en jeans Gucci avec il y a des patchs puis un peu de la fourrure à l'intérieur, mais vraiment comme, puis là la fille elle me disait c'était comme une pièce
sais, c'est comme une pièce à part. Il y en a pas genre, ils en font pas plusieurs. Tu sais, c'est vraiment comme des pièces uniques. Puis celui-là, il m'a coûté un bon 5000. Fait que ça, c'était quand même... pour une veste pour en une jeans, veste, bro. ouais. Ça, c'était quand même... Tu sais que tu peux en avoir chez Amnesia pour $20, bro. Je te dis, c'est la plus grosse, la dépense la plus folle que j'ai fait. Puis, Malade, man. Ouais, puis ça, après... fait que moi, c'était plutôt aller dans des vêtements. Sinon, j'ai... puis après, j'étais allé aussi chez Tom Ford qui font des Ben oui. J'ai jamais eu de veston, fait que je me suis acheté un veston Tom Ford. Puis, Est-ce que quand tu sais, parce que les joueurs de tennis, là, c'est un peu comme, c'est sans être comme les boys de F1, mais tu sais, il y a comme une classe, là. Tu sais, quand je vais à la Coupe Rogers, je vais aux événements, mais tu sais, j'arrive pas là-bas en jogging. Est-ce que quand t'es avec tes pairs, les Djokovic, Nadal and shit, est-ce que t'es comme, gars, faut que je mette un bon veston sur moi, là, parce que là, les boys vont me juger, là. Ben, quand il y a des événements, genre des soirées des joueurs ou des players party, des trucs comme ça, c'est sûr que les joueurs sont quand même, les joueurs de tennis sont quand même là, sont réputés pour avoir quand même une certaine classe, tu sais, ils sont bien habillés, des belles chemises, vestons ou tu sais, même si c'est un sweater, c'est un beau sweater d'une grande marque et tout. Mais après, t'as des joueurs aussi qui s'habillent normal, pas de marque, vraiment des trucs normaux. C'est vraiment personnel à chacun. Puis c'est sûr que ça dépend de ton niveau. Puis tu sais, dans le tennis, là, c'est pas comme la différence, exemple, c'est un sport individuel déjà, puis c'est pas comme au hockey, au soccer, où est-ce que tu as quand même une grande masse d'athlètes ou de joueurs qui sont multimillionnaires. Tu sais, c'est au tennis, c'est vraiment comme le top 30, top 20, voire top 50 qui gagnent vraiment bien leur vie avec les prize money sur les tournois puis les sponsors. Fait il y a pas beaucoup de, tu sais, c'est certains joueurs qui ont vraiment une classe à part, mais c'est sûr que oui, tu veux quand même bien paraître quand tu arrives dans des événements comme ça. Là. Mais bon, bro, c'est qui t'a le plus impressionné à jouer contre? Tu sais, la personne qui était de l'autre côté du filet puis t'as fait God damn. C'est une question à deux volets. C'est à deux volets. Ouais. Fait que je sais pas celle-là en premier, puis après ça, je vais te poser l'autre question. OK. Ben, ça a été quand j'ai joué Rafael Nadal à Madrid l'année dernière. OK. So là, tu joues Rafael Nadal, OK? Ouais. Tu sais que Rafael Nadal est très, très fort, là, OK? Est-ce que tu te dis, quand tu vas voir le match, quand tu vas faire le match, que tu te dis, je vais essayer de faire des points où, yo, moi, je peux le battre, là? Non, moi je voulais le battre. Écoute, déjà, j'ai rien à perdre. Tu peux vouloir sauver toutes les baleines du monde, mais tu peux pas, là. Ouais, mais... Est-ce que... Vas-y. C'est ça, mais déjà, il faut vouloir. Il faut avoir... Moi, je voulais. J'étais ambitieux sur le match. On a mis le plan de match qu'on pensait qu'il pouvait marcher en place. On y a cru. Puis après, moi, je suis allé sur le terrain. J'ai rien à perdre. Mais j'y crois jusqu'à la fin, je donne tout ce que j'ai, je me bats. La pire chose qui peut arriver, je perds le match. Puis après, ça va être ça va même pas une mauvaise chose parce que ça va être une expérience incroyable pour la suite de ma carrière, de vivre un moment comme ça. Fait que moi, je suis allé dans le match avec une philosophie de jouer pour gagner, d'aller vers l'avant, de risquer, puis de me donner des chances. Puis le match était accroché à peu près les 6 premiers jeux jusqu'à... Ça fait 3-3, 4-3 pour lui. Puis après, il a gagné son jeu quand je servais. Puis là, après, ça a été commencé... Il a comme pris 2 jeux d'avance. Puis après, il a comme... Lui, il a pris un peu confiance, il s'est relâché. Puis après, ça a défilé. Puis là, c'est là que j'étais comme... OK, là, le gars, il a passé à une autre dimension, tu sais. Pour rendre ça simple, c'est comme si... Ben, je veux dire, il y a eu plusieurs passages dans le match. Déjà, je le jouais en plus à Madrid, chez lui, avec un stade de, je sais pas, genre 15 000 personnes plein. Où est-ce que les gens... Quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai jamais entendu un bruit comme ça, genre. Les gens, ils hurlaient, là, c'était de la vraie... c'était vraiment de la folie. C'était vraiment un moment, genre, j'avais des frissons, là, c'était incroyable. Puis en plus, tu sais, c'est un idole de jeunesse, fait que t'as cet aspect-là aussi qui vient s'ajouter. Puis donc je sentais quand même une certaine fébrilité, genre nervosité quand le match, au début du match. Puis mais malgré tout ça, j'ai quand même senti que je jouais bien dès les premiers points.
dès les premiers moments du match, j'ai senti que j'étais dans une bonne journée, que même tous les coups de mon jeu allaient plutôt bien. Mais une fois qu'il a un peu pris l'avance, là, ça m'a un peu, par moments, découragé parce que je le sentais de plus en plus supérieur. Puis une fois qu'il a pris une bonne avance, il jouait juste de mieux en mieux. Puis c'était comme après, c'était un peu c'était le rouleau compresseur. Mais bon, là, toi, au Québec, t'es comme... moi, je te mets dans la classe de Laurent Duvernay-Tardif, là, comme de demi-dieu. Là, t'ouvres ta bouche, les gens écoutent, puis je suis comme... Ah, c'est cool. Mais est-ce que t'es comme... Non, mais c'est vrai! Non, bro! Moi, je t'ai vu au Gémeaux, bro! Je t'ai vu au Gémeaux, comment les gens étaient sur ton dos, là! Ça, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est incroyable. Raconte ça, bro! Moi, j'étais au Gémeaux avec toi, puis j'ai dit... Kat, Félix est arrivé, mon gars. Ouais. Mais c'est ça parce que, tu sais, je voyage toute l'année, j'habite pas nécessairement ici. Fait que, tu sais, puis mes succès remontent à pas si longtemps. Tu sais, on parle de début de l'année passée, tu vois. Ça fait peut-être un an et demi que vraiment je me suis affiché sur la scène internationale, puis que les gens ont vraiment commencé à me suivre. Mais quand je suis passé à Tout le monde en parle, puis plus tard dans l'année, je suis allé au Gémeaux, j'ai vraiment senti comme une vague d'amour du public au Québec incroyable, énorme. C'est-à-dire que jamais j'ai pensé que j'arrive. Tu sais, moi, j'arrivais au Gémeaux, j'avais aucune attente. Je me dis, ben, tu sais, je vais faire ce qu'on me demande de faire, tu sais, c'est pas mon milieu. Puis j'arrive sur scène, les gens se lèvent tous, mais sans hésitation. Tu sais, c'était même pas genre, c'était fou, mais les gens sont même pas regardés. Est-ce qu'on se lève, est-ce qu'on se lève pas? Tout le monde s'est levé. Les gens au premier rang, des gens que j'ai regardé à la télé toute mon enfance, genre qui se levaient pour moi, qui m'applaudissaient, c'était vraiment un moment incroyable. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait, puis d'avoir été là parce que ça m'a vraiment touché. C'était vraiment incroyable. Ouais, mais c'est au party après, moi j'étais choqué, tu sais, de voir les Pascal, tu sais, moi, ben je vais le raconter, je m'en fous. Pascal vient me voir et dit, yo Kev, tu penses-tu que je peux prendre une photo avec Félix? Je suis comme, god damn, t'es le patinet qui gagne les prix d'émission pour enfants. Va prendre la photo avec Félix, tu sais. On dirait que les gens, c'était fou les voir être comme gênés avec toi quand, god damn, c'est des super méga stars au Québec, tu sais. Ouais, c'est ça que je trouvais ça, tu sais, c'était presque gênant pour moi, c'était genre, tu sais, moi, je me suis jamais vu comme ça. Je me suis jamais vu comme... Je me le vois pas encore comme une méga star, tu sais. Mais quand je voyais comme... Tu sais, Guylaine Tremblay est venue dans l'autobus. J'allais... Ouais, c'est vrai. Je prenais l'autobus pour aller au théâtre. Puis Guylaine Tremblay, elle a fait presque arrêter l'autobus pour venir s'asseoir à côté de moi, puis jaser, puis prendre une photo. Je trouvais ça incroyable. Moi, j'ai écouté Guylaine devant ma télé avec ma grand-mère, puis là, elle était là comme presque... c'était une fan, puis c'est vraiment... c'est là que j'ai un peu saisi je sais pas... Non, t'as compris. L'ampleur de la chose, ou le support, en fait, le support du public. Là. Guylaine, là, ma petite histoire avec Guylaine, c'est un peu semblable. Lancement de TVA, soit cette année ou l'année d'avant, puis je vois Guylaine Tremblay. Tu sais, je m'avais on se voit. Je me présente. Elle dit, oui, je sais qui. Je dis, comment tu sais je suis qui? Elle dit, j'écoute ton show. Elle est au courant de tout, cette madame-là. Là. Comme, tu sais, si elle me connaît, elle connaît beaucoup de gens. Ouais. Non, mais c'était le Kevin Raphaël Show? Ouais. Ah, c'est drôle. C'était vraiment nice. C'était vraiment nice. Puis, bon, ça m'amène à ma question de... Bon, là, les gens, ils te voient comme le bon Dieu, là, quand tu joues. Quand tu perds, là, OK? Est-ce que t'es mauvais perdant ou c'est juste comme, hey, c'est chill? Si t'es mauvais perdant, je peux te dire, moi, je suis mauvais perdant. Moi, j'étais mauvais perdant quand je jouais au foot. Moi, je parlais à personne quand je perdais. Ouais. Non, ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs, je dirais. Mais en règle générale, je dirais que je suis mauvais perdant. J'aime pas perdre, je veux dire. Mais je dirais même que c'est juste que j'aime vraiment gagner, puis quand je perds, puis même dans tout, là, si on joue au Scrabble à la maison, là, man, je veux pas perdre. Non, je te pète, je t'explose. Je veux pas perdre, même. Je ne peux pas perdre. OK, mais mettons, je pense qu'avec les matchs, avec le temps, tu sais, t'apprends comme à accepter aussi les défaites, tu sais, parce que c'est pas vrai que genre, tu sais, tu vas arriver comme jeune ou tu sais comme une recrue qui va arriver en Ligue nationale ou un jeune comme moi qui arrive sur le circuit international de tennis,
qui va arriver, puis qui va gagner tous ses matchs, puis que tout va bien aller. Il y a eu des périodes que les gens ont peut-être moins vues, où est-ce que j'ai eu quelques mois où est-ce que je gagnais moins de matchs, puis c'était difficile, j'étais comme, je trouvais pas la solution, je perdais plus que je gagnais, fait que c'était compliqué, puis après, j'ai quand même appris à accepter la partie de défaite, parce que dans le monde où je suis, ça fait partie de ma vie aussi, la défaite. Fait que je te dirais que maintenant, à moins que ce soit une défaite vraiment crève-cœur, genre que je supporte pas de perdre, j'arrive à mieux vivre avec les défaites, puis mettons, je peux perdre, puis une heure après, je peux parler à ma copine comme normalement, tu sais. Ouais. Bon, t'as-tu... parce que là, tu côtoies les Nadal, les Federer... Attends, by the way, time out. Comment ça se fait que Federer, il t'a appelé pour aller jouer au tennis avec lui? Comme... c'est comme... Ouais, ah? Pourquoi? Ouais, moi aussi, le pire, c'est que il m'a appelé l'année avant que j'y aille, puis on a refusé avec ma famille, parce que je me sentais pas... Fait quoi? On a refusé la première année qu'il nous a invités. Parce que... Attends. T'as refusé d'aller jouer avec Roger Federer? Bro! Non, mais... Parce qu'il faut que tu comprennes que j'avais seulement 16 ans. J'étais en pleine période de développement. J'étais pas mature encore. Mon jeu était pas encore mature. Puis on était comme... On pensait pas que c'était la meilleure chose pour moi, d'aller jouer avec Federer, puis d'être son partenaire d'entraînement. Puis on s'est dit, il y aura plein d'autres opportunités dans le futur, on va être patient, on va faire les choses sans se presser, étape par étape. Puis l'année d'après, bon, il me réinvite, puis là on a dit, bon, mais là, je pense que on va pas en refuser 2 fois, ça aurait été un peu, ça aurait été un peu honteux de refuser 2 fois. Mais là, on a senti que c'était vraiment aussi le moment. Puis je suis allé là-bas avec mes entraîneurs, puis vraiment, c'était une bonne période. Puis lui, il a l'habitude de faire ça. Ça fait des années qu'il est sur le circuit. Puis il a toujours invité des jeunes joueurs qui arrivent, des jeunes joueurs émergents. Il est toujours invité pour être ses partenaires d'entraînement. Puis en fait, c'est un peu gagnant-gagnant parce que nous, on a l'expérience de jouer avec Federer. Puis lui, il y a des bons partenaires d'entraînement jeunes qui sont motivés. Puis il peut faire en plus ce qu'il veut un peu, tu comprends? C'est comme un gars d'expérience qui vient. C'est pas toi qui dis quoi faire. Toi, t'es là, tu fais ce que lui il veut faire. Donc, pour lui, c'est gagnant aussi. Puis, il apprend à nous connaître comme ça, comme il apprend il nous teste un peu, si tu veux. Fait que, comme ça que ça comment ça se passe, genre, mettons, fait que là, t'es rendu à 17, tu prends l'avion, c'était où? C'était à quel endroit? À Dubaï? Dubaï, ouais. OK, fait que là, t'as 17 ans, tu prends l'avion pour aller à Dubaï. C'est combien de temps tu passes avec Roger? On s'est entraîné 2 semaines, environ. OK, fait que toi, t'arrives... C'est qu'à la fin, je me suis blessé. Fait que... Oh, no way! Ouais. Parce que... OK, fait que tu prends l'avion, tu t'en vas à Dubaï, t'arrives dans le mansion de Federer. Est-ce que en arrivant, tu fais comme... Non? C'est pas ça? Non, comment ça s'est passé? Fait que déjà, c'est son agent qui a contacté mon agent pour l'invitation. Puis eux, ils nous ont loué un appartement parce que, moi, j'avais 2 de mes entraîneurs, ma soeur, mon père, qui sont venus entre-temps avec la famille parce que, c'était en décembre, près des fêtes. Fait que tout le monde est venu. Puis, ils nous ont loué un appartement sur la marina à Dubaï. Puis, wow. Ouais, c'était vraiment incroyable. Puis, après, au début, quelques jours, lui, il n'avait pas commencé à s'entraîner encore. Fait que je m'entraînais avec mon équipe. Puis, quand on a commencé à s'entraîner, c'est ça, on a fait presque 2 semaines d'entraînement ensemble. Puis, ce qui était bien, c'est que moi, à cette époque-là, j'avais pas de physio, qui voyageait avec moi. Donc, lui, il avait son physio. Donc, il m'a invité à venir chez lui des fois pour faire des traitements avec son physio, genre des massages et tout. Donc, j'ai eu un accès privilégié, si tu veux, à sa maison. Puis, mais mettons Federer, là. Moi, dans ma tête, il est comme Crosby, OK? Crosby, on sait rien de lui, OK? Si on a vu sourire Crosby, on est comme choc, OK? Est-ce que tu es capable de humaniser pour moi Roger Federer? Est-ce qu'il se mange l'intérieur des joues? Est-ce qu'il y a un tic? Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur Roger? Il est très humain. Il est très relax. Je veux dire, c'est vrai qu'il limite beaucoup les personnes à qui il parle. Il montre pas beaucoup son intimité. Il montre pas beaucoup sa vie privée. Donc, les gens, même moi, j'étais comme... Federer, c'est un peu comme toujours un mystère. C'est comme ce gars-là
qu'est-ce qu'il fait de ses journées, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'entraîne. Donc, moi, ça m'a donné un peu du insight de voir déjà comment il s'entraîne, comment il vit, c'est quoi sa routine. Puis, je te dirais que, mettons, quand je suis allé chez lui, le gars, très relax, là, il se prend vraiment pas pour quelqu'un d'autre. Roger Federer. Il se prend pas, j'allais dire quelqu'un d'autre, mais c'est un peu quelqu'un d'autre. Le gars, je veux dire, le gars, c'est une légende, mais il se prend pas, c'est ça, il a pas la tête enflée malgré tout. Il est très humble. Puis ça, c'est vraiment une vérité, là. C'est pas juste pour faire beau dans les journaux. Il m'a accueilli, même la façon qu'il parlait à ma sœur ou à mon père, il les parlait normalement, là. C'était pas, il se prenait pas, c'est ça. Il se prenait pas sur un autre. C'est quoi le ratio de gens qui se prennent pour de la marde au tennis? Mettons en pourcentage. De gens qui sont vraiment big shot, là. Peu, je dirais genre 15%. 10-15%. Ah ouais, ça me surprend. Ouais, je dirais. Ouais, c'est pas. Parce que au tennis, je sais pas, c'est. Déjà, les joueurs, ils respectent l'argent. Puis ils respectent. Parce que dans un sport individuel comme ça, où est-ce que c'est pas genre tu signes un contrat qui est garanti, puis t'as un salaire qui devient. Tu sais, nous, on doit payer. Tu dois payer ton équipe, tes entraîneurs, tu dois payer tes déplacements. Puis après, tu es payé par rapport à ta performance dans le tournoi. Fait que, ça amène quand même une attitude où est-ce que les gars, ils ont, d'une façon, ils ont faim, si tu veux. Puis, ils sont très humbles parce que c'est beaucoup, les joueurs de tennis, ils viennent beaucoup de milieux aussi normaux, tu sais, comme moi, j'ai eu une enfance normale, mes parents dans la classe moyenne, puis beaucoup de joueurs font partie de cette classe-là. Donc, je pense qu'ils gardent quand même une bonne éducation, puis ils n'oublient pas d'où ils viennent, la plupart des joueurs. Donc, je te dirais que des joueurs qui se prennent pour d'autres, je mettrais ça peut-être à 10-15%. Ouais. OK. Là, la question que j'attends, je me suis dit, je vais attendre d'être plus avancé dans l'entrevue pour la poser. C'est quand tu me hook up avec Eugénie, bro. Je parle pas trop avec Eugénie. Hein. C'est quand tu me hook up, bro. Moi, j'ai dit, Félix, il va avoir mon back. Jamais eu mon back avec Jenny, bro. La prochaine fois qu'on est tous ensemble au même endroit, je la présente. Mais non, mais pour vrai, je la connais à peine. On est allé une fois. Ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, on s'est pas nécessairement vu sur beaucoup de tournois dernièrement, parce qu'en plus, des fois, il y a des tournois que c'est juste, tu sais, les hommes et les femmes, c'est séparé. Ouais. Puis, c'était notre dernière vraiment rencontre, c'était... on est allé voir le show de Drake, j'étais avec ma sœur, elle était avec une amie. Oui, j'avais vu. Puis on est allé voir le show de Drake, c'était en 2018. Ouais, c'était en 2018 à New York. Donc, le show était fou. Ouais, le show était fou. Mais fait que c'est vraiment, honnêtement, c'est la dernière fois, mettons, qu'on a été ensemble et qu'on a parlé. Sinon, ben tu sais, on n'est pas dans la même. Je sais pas, on se parle pas trop nécessairement. OK. I see you. Il veut pas me hook up, c'est correct. Est-ce que... bon, là, comment ça fonctionne entre les boys? Parce que moi, je peux pas concevoir que... By the way, time out, OK? Parce que j'ai tellement de choses à te demander, mais il y a une affaire que je m'étais mis une note, puis je veux te le demander. Nick Kyrgios, là. Nick Kyrgios, là. Kyrgios, ouais. Lui, là, quand il se fâche, là, pis qu'il brise des raquettes, là, est-ce que ça joue dans ta tête? Est-ce que c'est quelque chose ça fait comme, ah, damn, qu'est-ce qui se passe? Ou tu le laisses vivre sa vie pis that's it? Parce que moi, quand je l'écoute à la télé, je me fâche pour son joueur adverse. Ouais. Moi, je l'ai joué une fois, puis, tu sais, qui casse sa raquette, tu sais, qui lance sa raquette, tout ça. Pour vrai, je le laisse faire son truc. C'est sa vie. Je veux dire, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est plus comme quand il commence à manquer de respect, genre, avec l'arbitre, qui interrompt le jeu, qui manque de respect à moi. Tu sais, il passe des commentaires après des points où, genre, il y a une certaine attitude qui est arrogante. Puis ça, c'est vrai que ça vient pas me toucher en tant que joueur de tennis, mais ça vient me toucher comme personne, tu sais. Puis de voir quelqu'un se comporter comme ça, qui donne un si mauvais exemple, selon moi,
c'est pas bon. Donc, c'est là que ça vient un peu me toucher. Puis, moi, quand je l'ai joué, je m'y attendais, mais je me suis vraiment tenu à ça. Moi, j'ai fait mon match, j'ai pas dit un mot. Finalement, j'ai gagné. Donc, c'est sûr que j'étais content parce que j'aurais pas voulu perdre. Quand tu sers sa main, est-ce que tu lui chuchotes quelque chose à l'oreille? Non, je sers sa main, je dis rien. Puis, pour moi, ça vaut pas la peine. C'est pas quelqu'un avec qui je serais ami dans la vie de tous les jours, de toute façon. Donc, j'ai pas besoin de faire semblant ou comme d'entretenir quelconque relation. Lui, il fait sa vie, il fait ses trucs, mais c'est sûr que je trouve que c'est pas... c'est un très bon joueur de tennis, il est incroyable, mais c'est pas une personne qui a un bon fond. Ouais, je comprends. C'est surtout le manque de respect pour moi. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, mais tu passes pas des limites. Je veux dire, les raquettes que tu casses, il y a des gens qui ont travaillé pour les fabriquer, ces raquettes-là. Tu sais, une fois de temps en temps, si t'es vraiment fâché, ça marche, mais à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, c'est trop. Puis c'est là que tu dépasses, pour moi, tu dépasses la ligne puis tu manques de respect à trop de personnes, tu sais. Puis au sport. Mon autre question. Zverev, est-ce qu'il va sortir un mixtape? Parce que le patinet, quand il joue, il y a genre 814 chaînes autour de son cou. Non, mais j'en parlais avec lui en début d'année, parce que moi, j'avais pas de chaîne avant, puis là, ma copine, elle m'a acheté une chaîne. Fait que là, je porte une chaîne maintenant, mais je suis pas capable de jouer avec. Je l'enlève à chaque match, puis je la remets après. Puis lui, on est au vestiaire, puis je suis comme, comment tu fais pour jouer avec genre 10 chaînes? En plus, c'est pas des petites chaînes, là, c'est des grosses chaînes avec des médaillons, avec des gros médaillons et tout. Mais oui! Il a pris 2 chains puis il l'a amené à un autre niveau, man. Non, mais un peu plus, il va être figurant dans Power, man. Tu sais, t'es comme, qu'est-ce qui se passe, là? C'est là qu'on fait une pause du pod pour vous dire que si tu as une compagnie, une entreprise, si tu as un projet, tu as le goût de t'assurer de la pérennité du pod, t'assurer que le podcast se passe bien, t'assurer que le podcast continue pour toujours et que tu veux commanditer le pod, nous envoyer des sous pour nous faire manger, pour nous faire nous permettre nos déplacements, pas dans la situation actuelle, mais nos déplacements un jour, tu peux faire comme Snapback Satellite Caxton, les meilleures casquettes au Québec. Snapback Saint-Élie de Caxton protégera ton couvre-chef comme il protège ton cœur. Va falloir que je travaille sur celui-là, mais sur quoi on n'a pas besoin de travailler, c'est l'excellente discussion avec Félix Auger aliasim. On y retourne maintenant. Là, c'est quoi tu fais parce que là tu voyages beaucoup, est-ce que tu fais des shit, c'est quoi tu fais pour relaxer, c'est quoi ton passe-temps, en voyage, la musique, j'écoute de la musique. T'écoutes quoi? Des films. Ed Sheeran. J'écoute tout. Ed Sheeran, pas mal. Mais pour vrai, j'écoute vraiment pas mal, ouais. Bonne chanson. Tu connais Je t'ai pas vu, ça dit quelque chose? J'ai aimé comment t'as dit bonne chanson, mais comme avec aucune émotion, là. C'était juste comme wow, c'est chill. Non, mais très nice. Quand je voyage, de la musique, des films, je suis pas trop un gars de série. J'aime plutôt écouter des films. Ouais. Fait que j'écoute des films. Mais sinon, tu sais, je passe quand même beaucoup de temps à m'entraîner, tu sais, à faire des choses pour ma carrière. Puis le temps qui me reste, ouais, je sais ça. Je veux dire, je relaxe, j'écoute des films, réseaux sociaux. J'ai toujours un livre que j'aime lire. Fait que je vais mettre toujours un livre à voyage. Puis c'est pas mal ça. Okay. Parce que là, sur les réseaux sociaux, là, toi, t'es comme Ludivine Territory, là. T'es 209 000 abonnés. Comment tu gères ça? Tu sais, comme... donne-moi ça un peu, OK? J'ai besoin d'abonnés à Monaco pour quand je show up. 2, comment tu gères à 19 ans d'avoir autant de chaînes sur toi, là? Sur les réseaux sociaux, en fait? Yo, Charlotte Cardin est abonnée à toi, bro! Ah ouais, je savais pas. Man! J'adore sa musique. Ben yo, comme tu slides dans son DM, fais quelque chose, Ben, dis what's up? Je la rencontrerai peut-être un jour. Ben oui, mais comment tu gères... J'essaie de rester moi-même au mieux. Je pense que de toute façon, c'est ça que les gens ils veulent. C'est que
c'est que tu restes toi-même, puis le message que tu envoies ou ce que tu partages sur tes réseaux sociaux, ça soit authentique. Fait que c'est ce que j'essaie de faire au mieux. Après, il y a d'autres obligations, tu sais, de mes sponsors que je dois faire, ou il y a des choses que j'ai pas le choix de faire. Mais sinon, j'essaie de rester naturel, authentique, de faire des choses quand j'ai envie de les faire. Puis, tu sais, comment je fais pour gérer ça? Ben, j'ai mon agent, puis une assistante, Eliane, qui, elle s'occupe de mes réseaux sociaux. En fait, à chaque fois qu'il y a des posts à faire, à chaque fois que je finis des matchs ou que je finis des tournois, ou sur une certaine période comme là en ce moment, elle va me faire des suggestions. Elle va me faire des suggestions, puis elle va me suggérer un peu ce qu'elle pense qui pourrait être bon à poster, à partager, ou tu sais, mettons qu'il y a un message qui circule qu'on pense que c'est un bon message, ben tu sais, de le retweeter ou de le partager sur Instagram. Fait que ça marche un peu comme ça, mais je te dirais que la plus grande partie du temps, c'est moi qui viens avec certaines choses, parce que j'essaie vraiment de partager une partie de moi, puis que ça soit authentique. J'ai besoin de plus de clips avec toi, puis chapeau pim pom, chapeau pom pom, chapeau pim pim, chapeau ballon. C'est ça. Mais j'ai besoin de plus de clips avec vous deux, man. Comme les clips sont où? Déjà, on n'est pas, je sais pas, mais on n'est pas dans la même ville. Je sais pas, on se parle moins dernièrement. Je parlais à Chapeau Vala pour lui dire, bro, comme on a besoin du duo back là. Ouais, mais je sais pas. C'est comme on s'entend bien là. C'est pas que genre on a une querelle ou un truc qu'on fait qu'on parle plus là. Mais c'est juste que genre, tu sais, des fois il y a comme une distance qui se fait. Puis tu sais, dans le sport c'est comme on a chacun nos horaires, on a chacun nos équipes, on a chacun nos proches. Puis on fait les choses chacun de notre côté. Puis mais ça reste que par contre quand on est en tournoi puis qu'on se voit, ben on parle puis on s'entend bien. Puis quand mettons on a des compétitions par équipe aussi avec l'équipe Canada, on est toujours c'est toujours bon là, on est toujours en bon terme. Mais dernièrement c'est ça, on se parle un peu moins. Ok, c'est correct, je vais te trouver d'autres amis. Quand je check, tu sais, quand, parce que toi sur Instagram tu poses des photos, hein? Je les connais pas, j'ai des bons amis d'enfance là, mais ils sont pas. Ton squad? Ouais, mon squad, mon day one squad. Mais c'est le plus important, ça, pour de vrai. Moi, j'ai gardé mon day one aussi parce que c'est le fun d'avoir des nouveaux amis, mais ton day one, c'est ton day one, là. Ouais, mais les day one, ils changent pas. Tu sais, c'est des gars que tu connais depuis que pour moi, c'est genre des gars que je connais depuis que j'ai 8-9 ans. Ah ouais. C'est un autre niveau. Bon, là, quand je check parce que toi, tu poses beaucoup des photos de toi en action qui jouent. Ouais, t'as-tu un designer, man? T'as jamais le même outfit, bro. Ouais, mais... T'as-tu quelqu'un qui check avec toi les... Pour vrai, t'as un designer? Non, j'ai pas de designer. C'est ma soeur. Mais comment ça fonctionne pour les outfits? Est-ce que, genre, t'es obligé de porter le nouveau chandail de Nike ou tu reçois, genre, 500 polos au début de l'année pis t'es comme, yo, moi, je joue ça. Quand je suis au US Open, je sors ça. Non, c'est Nike qui décide. Puis c'est pas mal ça pour toutes les compagnies. Ouais. En fait, il y a peut-être juste les... En fond, c'est Federer, il peut avec Nike, mais il y a juste, genre, ils ont peut-être 2 joueurs ou 3 joueurs qui, eux, ils s'assoient avec Nike puis ils décident de leur couleur puis de ce qu'ils veulent faire. Mais sinon, les autres joueurs, comme moi, exemple, mais Nike, ils sortent quand même, je pense, 6 ou 7 collections par année. Puis ça va par période de tournoi. Fait que, mettons, au début, il y a le tournoi en Australie. Ils sortent une collection pour l'Australie. Après, il va y avoir des tournois aux États-Unis comme en Californie puis à Miami. Ils sortent une pour cette période-là. Après, on va en Europe sur terre battue, il y a une autre collection. Après, il y a le Grand Chelem à Roland-Garros à Paris, il y a une autre collection. Fait que par période de tournoi, ils sortent des collections. Fait que c'est ça que tu portes pendant cette période-là jusqu'à temps que ça change. Là. Puis, est-ce qu'il y a une vedette que tu as rencontrée, pas nécessairement dans le tennis, mais que. Parce que là, tu rencontres vraiment, vraiment beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a une vedette qui t'a fait comme oh, ça, c'est lit en ce moment, là, comme qu'est-ce que je dis? Ouais, ben tu sais, dans mon sport, c'est sûr que c'est facile, mais. Non, pas dans ton sport, tu vas me dire Federer, Nadal, puis les boys. Non, dans d'autres sports ou dans d'autres milieux, je dirais Kevin Raphael. Yes! Let's go, baby! Let's go, baby! Mais pour vrai, le moment où c'était vraiment big, c'était Chris Bosh.
quand j'ai joué l'année dernière mon quart de finale à Miami, c'est lui qui est venu faire le tirage au sort avant le match. Là, j'étais choqué, man. J'arrive sur le terrain. Tu sais, normalement, t'as l'arbitre qui attend, man. Là, t'avais Chris Bosh qui était au filet, man. Là, j'étais là, wow. J'étais. OK. Parce que, tu sais, je suis quand même presque 6 pieds 4. Puis je me sentais petit, man. Mais tu sais, je me sentais minuscule, man. C'était n'importe quoi. J'avais au filet, genre, je lui sers la main, il me fait un props. Le gars est immense, man. Puis, est-ce que tu as pu y parler un peu? Ben, pas trop, parce que, tu sais, moi, j'allais jouer mon match. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait le tirage au sort. Mais après, il est resté quand même pour regarder le match. Fait qu'il était assis, genre au premier rang. Fait que j'ai comme senti comme une petite mini-pression de genre, tu sais, faire un bon match pour Chris Bosh. Mais j'étais comme, je peux pas faire un match de merde devant Chris Bosh, man. Il fallait que je mette un bon show, tu sais. Puis, j'ai gagné le match. Nice. J'ai fait un bon match, mais ça, c'était vraiment... tu sais, c'est quand même Chris Bosh, une all-time NBA legend, donc c'était quand même... Au Québec, ben, tu sais, au Gémeaux, là, j'ai rencontré plein de personnes. C'est vrai qu'au Gémeaux, t'as rencontré tout le monde. Louis Morissette, je me rappelle aussi, il était comme yo, c'est Félix. C'est nice, là. Au Gémeaux, Marie-Mé. Marie-Mé, là. Moi, je vais parler ma parole, je m'en fous, là. Marie-Mé, c'est ma girl, là. Bro, Marie-Mé, là, comme, je l'ai rencontrée à Vlog, puis, tu sais, j'étais comme, man, tu sais, elle était avec son entourage, son coiffeur, maquilleuse, comme, c'est moi qui va me dismiss comme si j'étais un écureuil mort sur la route, man. Elle est venue me parler, pis tout, j'ai fait, shit, elle connaît mon nom! Moi aussi, j'étais quand même, ça, c'était Marie-Mé, mais tu sais, plein des comédiennes, des acteurs, c'était... Ouais. Non, c'était bien. Est-ce que tu penses déjà... je viens de voir ton story. Tu viens de voir mon story? Mais dans quel bordel je suis, bro? Ouais. Parce que là, les gens peuvent pas voir, là, mais je suis dans mon sous-sol en ce moment. J'ai mes shoes à gauche, mes casquettes à droite. Je vois les casquettes, Je vois les casquettes. J'ai besoin de ma casquette Sacaval. La casquette Sacaval est où? Je t'en ai fait une. J'ai vu ça, man. Ça sort de où, ça? J'en ai besoin. Ça, man, c'est parti de nulle part. Il y a un joueur français, une légende du sport qui s'appelle Yannick Noah. Je sais pas si tu connais. Non. Un joueur français qui, en fait, c'est le dernier Français à avoir gagné Roland Garros. OK. Donc, c'était en 81 ou 83, je sais plus. Puis, donc, le gars, c'est une légende du tennis. Puis, je regardais des vieux vidéos de lui, genre quand il jouait. Puis, je vais prendre mon accent français, là. Il était là, genre... ouais, les mecs, alors... je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça cavale. Tu sais, genre... Ton accent est quand même pas pire, brise de Nice. Le gars était genre... il dit, les gars, j'ai quand même bien cavalé ce matin. Je sais pas, mais dans le moment, c'est tellement con, c'est tellement rien, mais genre, comment le gars il l'a dit, puis comment la vidéo est faite, c'est tellement drôle, puis après ça, on a repris ça avec mes entraîneurs, on a dit genre, ça cavale. On a commencé à dire ça cavale, faut que ça continue à cavaler. Donc, c'est un peu mon slogan, tu sais, c'est le cheval qui... C'est le cheval qui cavale. Donc, c'est comme ça que c'est parti, puis après ça, on a pris ce hashtag-là comme un slogan, puis c'est rendu hashtag ça cavale. OK, là, je vais te donner un verse que j'ai donné au peuple. C'était quand j'ai dit ça? C'était quand? Pendant la Coupe Rogers. Bon, j'avais une émission spéciale en finale de la Coupe Rogers. J'ai sorti un verse. Les gens étaient... Il y a des gens qui étaient comme Kev et sous. J'ai sorti un verse, une parole. Moi, je parle ma parole. Puis... Je te dis pas de me dire si t'es d'accord ou pas. Je vais juste te le dire. Je te laisse réagir, OK? J'ai dit que... Bon. Là, les gens qui sont à la maison sont comme, Kev, dis-le. Mais on dirait que de le dire à toi, je suis encore plus chaud que de le dire à voix haute. Bon. Moi, j'ai dit que le greatest of all time, si tu check
les victoires de Grand Chelem, puis etc. Moi, dans ma tête, basically, c'est Djokovic. Parce que... Mais, tu comprends ce que je veux dire? Ben, moi, je vais donner mon avis. Je pense que, tu sais, il faut compter aussi que Federer, c'est lui qui a le plus de Grand Chelem. Mais, oui, mais de 2 ou de 1 devant Djokovic? Un peu plus, je pense, comme 4. Ok, pendant que tu parles, je vais checker. Ouais, check, mais je pense que c'est Nadal qui est juste en dessous. Il est peut-être à 19, puis Federer est à 20. Fait que, l'affaire, c'est qu'il faut compter, c'est que Federer, il a quand même, je pense, il y a quand même 5 ans, il y a 5 ans de plus que Djokovic. Fait que, tu sais, mettons que Djokovic, il se maintient en santé, puis qu'il joue quand Federer, il joue plus, puis qu'il continue à gagner, ben, il y a de bonnes chances qu'il le dépasse. Mais après, c'est à nous, les jeunes, d'essayer de les arrêter aussi, mais... Check, j'ai la liste pour toi. Federer 20, Nadal 19, puis Djokovic 17. Mais Nadal, il a gagné 114 fois le même tournoi. Moi, dans ma tête, là, si tu gagnes le même tournoi tout le temps, moi, ça marche pas, là. C'est fou. Fait que je l'ai enlevé. Non, mais je l'ai enlevé de la liste parce qu'il est bon, mais pas de greatest of all time. C'est comme si Ovechkin marquait toujours contre Canadien et Pittsburgh, mais qui marquait 900 buts en carrière. Ça marche pas. Fait que c'est entre Federer et Djokovic. Ben, moi, c'est ça. Moi, je pense que Djokovic, parce que Federer, il a peut-être le meilleur palmarès d'un Grand Chelem, mais pour moi, Djokovic, c'est le joueur de tennis de tous les temps qui a joué le meilleur niveau de tennis. C'est-à-dire que, genre, sur toute surface confondue, à un moment de sa carrière, Djokovic était imbattable presque. T'sais. C'était vraiment comme, pour moi, c'est-à-dire que Nadal aussi, mais sur une surface. T'sais. Puis, sur terre battue, Federer, il y a des moments où est-ce qu'il pouvait peut-être se faire battre par d'autres joueurs, mais il y a des moments où il était quand même imbattable aussi. Mais Djokovic, je pense qu'il y a un record positif contre les deux. Puis pour moi, c'est quand même le joueur qui a joué le meilleur niveau de tennis de tous les temps. Tu sais, genre, parce que le tennis, c'est quand même ratio. Djokovic. Ouais, Djokovic. Tu sais, le tennis, c'est ratio. Donc, t'es d'accord avec ce que je dis? Moi, je suis d'accord. Oh! Let's go! C'est juste ça que t'attendais. J'aurais pu dire. Mais oui! Je suis d'accord. Moi, j'étais là, je faisais toute une analyse de la chose. Non. Faut être d'accord avec Kev. On est correct. Non, mais je suis content que tu me l'aies analysé comme ça parce que c'est tous des mots que j'aurais jamais dit. Ouais, moi, j'étais avec les chiffres, puis... Pour vrai, si t'analyses le jeu, là, tu sens que c'est lui. Puis je pense que même les autres le disent. Nadal, Federer le disent que Djokovic, pour eux, c'est le joueur le plus difficile à jouer. Puis le gars, il a juste amené le tennis à un autre niveau. Donc, juste pour clarifier, j'ai dit que Djokovic était le greatest of all time et toi, t'as dit Ken... Oh God, Jesus. Mon gars, tu vois, c'est pour ça que je travaille à TVA Sport. Je vais pas bien commenter tes matchs de tennis bientôt. Fais-moi un petit teaser du commentateur haïtien, non? Mettons, pour un de tes matchs, ça serait Félix Auger-Aliassime. Coup droit sur la ligne. Oh! Federer entre les jambes. Félix s'amène au filet. À la volée, voleur, volaille. Il a... Jésus-Marie-Joseph, Félix vient de remporter le set. C'est bon, ça. Oh man. OK, l'entrevue tire à sa fin. On fait les 45 minutes à peu près. Là, fait que là, on fait longtemps qu'on parle. Y a-tu un moment, y a-tu un point tournant de ta jeune carrière? Y a-tu un moment que tu fais, c'est ça qui a fait en sorte que maintenant je suis rendu au level où je suis rendu en ce moment? Wow, man. C'est une question difficile pour finir. Ben yo, je peux pas juste te demander des questions d'imbécile de hook-moi avec le génie, là. Après, j'ai la question, il me reste 2 questions en fait. Ouais, mais non, c'est une bonne question parce que mais je peux pas nommer un moment. Il y a eu plusieurs moments parce que tu traverses tellement d'étapes depuis que on parle d'un sport que je fais depuis que j'ai 3 ou 4 ans. Depuis toute ma vie, j'ai joué au tennis. Fait que depuis 7-8 ans, j'ai l'objectif ou le rêve d'être joueur de tennis professionnel. Donc, il y a tellement eu d'étapes, il y a tellement eu de moments de doute où est-ce que tu fais les choses, tu fais au mieux, tu t'entraînes bien, mais tu sais pas où est-ce que ça va te mener, tu sais.
Puis, je te dirais que à 14 ans, j'ai gagné mes premiers points ATP, donc mes premiers points d'être professionnel. Puis en plus, j'étais un des plus jeunes à le faire de l'histoire. Donc là, c'était quand même un grand moment dans ma jeune carrière. Après, il y a eu j'ai fait finale à Roland-Garros Junior quand j'avais 15 ans. Puis plus tard dans l'année, à 16 ans, j'ai gagné l'US Open Junior. Puis ça a été aussi un moment marquant parce que je suis arrivé au 2e mondial dans les 18 ans et moins, à 16 ans. Donc, ça a été quand même, c'est un gros moment tournant parce que ça te met quand même à la scène internationale. Déjà, toutes les compagnies, les sponsors, même les plus grands du sport, ils ont un œil sur toi, tu sais. Donc, ils savent que tu as du potentiel pour y arriver. Puis toi aussi, ça te donne comme la confiance puis la confirmation que ce que tu fais, c'est bien puis que tu es dans la bonne direction, tu sais, t'es sur la bonne voie. Fait que je te dirais que ça, c'est les 2 premiers moments dans ma carrière junior. Puis après, dans ma carrière professionnelle, il y a mon premier titre, parce que nous, on a un circuit qui s'appelle Challenger. C'est un peu comme si tu dis genre la G-League ou genre la Ligue mineure, tu sais. Ouais. La Ligue américaine du tennis, là. C'est ça. Ils appellent ça le circuit Challenger, ATP Challenger. Puis quand j'ai gagné mon premier titre Challenger, ça aussi, c'était un grand moment parce que c'est quand même, tu sais, c'est des joueurs professionnels. Fait que c'était mon premier titre, si tu veux, professionnel. Puis ça a été un grand moment tournant parce que tu sais jamais, tu sais, il y a des joueurs qui en gagnent jamais ça, puis c'est des joueurs qui jouent bien au tennis, tu sais. Puis quand j'ai gagné ça, c'était un bon moment. Puis je te dirais qu'après, ça retombe à l'année dernière quand j'ai fait ma première finale sur le grand circuit, comme le vrai circuit professionnel ATP. Puis quand j'ai fait ma première finale, là, ça a été aussi un grand moment. Puis toute l'année dernière, ça a été incroyable. Je suis passé de la 100e place mondiale à la 17e place mondiale. Donc, c'était comme... ça a été vraiment l'année la plus marquante de ma vie jusqu'à présent. OK, check. Je vais te nommer... J'aime ça. On l'a jamais fait sur le podcast. Là, on a le temps. On est en confinement. J'ai toute la soirée, si tu veux. OK, check, j'ai un jeu pour toi, OK? So, je vais te drop des noms de joueurs de tennis. Puis toi, faut que tu sais, soit un mot ou une courte histoire par rapport à ce joueur-là. T'es prêt? OK. So, numéro 1, Andy Murray. Je le connais. Il est blessé en ce moment, mais drôle. Je sais, man. Il est très drôle. Ah ouais, il a l'air drôle. Il est très, très drôle. André Agassi. André Agassi. Tu l'as-tu déjà rencontré ou quelque chose? Brièvement. La dernière fois que je l'ai vu, OK, je vais pas dire un mot, je vais dire une petite histoire. Le gars, on parle d'une légende du sport, tu t'attends quand même à une certaine classe. Puis il entraînait pendant une période l'année dernière un joueur qui s'appelle Grigor Dimitrov, un Bulgare. OK. Puis il l'entraîne. Le gars est arrivé, je m'entraînais avec Dimitrov, le gars est arrivé sur le terrain, il était méconnaissable. Le gars avait genre une tuque, un vieux hoodie genre délavé, genre long, genre des chaussures genre random. Tu sais, il avait l'âge, je dis pas des blagues, là, c'est pas pour être méchant ou quoi ça, mais tu sais, il avait l'air d'un clochard un peu, comme un itinérant. Ouais. J'étais genre, what, c'est André Agassi, puis le gars, il est habillé comme s'il avait il peut pas se payer de vêtements, tu sais. Fait que ça, c'était quand même spécial à voir. Mais bon, j'imagine que c'est son style, mais c'était quand même, tu sais, genre, il avait l'air tout raide, genre, il a une bédaine, il y a une bédaine, il y a une sérieuse bédaine. T'es comme, ce gars-là, c'est une légende de notre sport, mais maintenant, je sais pas, là, il fait pas rêver, là. Maintenant, c'est Daddy Agassi. C'est ça, c'est Dédé. OK. Serena Williams. Wow, quelle légende, man, quelle légende. La petite histoire que j'ai à dire, en fait, à la signature de mon contrat avec Nike, Nike sont venus me rencontrer à Montréal, puis en discutant et tout, puis le soir, on est allé souper, puis au milieu du souper, le gars de Nike, il me fait tiens, prends le téléphone, il y a quelqu'un au téléphone pour toi. Tu sais, moi, je suis OK, ça va être, je sais pas, ça va être qui, mais genre, ça risque d'être une légende, je sais pas, là, qu'est-ce qu'ils m'ont préparé. Fait que je prends le téléphone, puis c'est Serena Williams. Wow! Puis elle me dit, écoute, j'ai entendu beaucoup de bien de toi, puis juste te dire que peu importe la décision que tu vas prendre, juste te dire que Nike, c'est vraiment
une super compagnie, puis que c'est une bonne famille, puis que tu vas pas être déçu, puis que si tu te lances avec eux, c'est vraiment... Tu sais, fait qu'elle m'a dit des bons mots, puis tu sais, c'était sympathique de sa part parce que maintenant, je peux un peu plus me mettre dans sa position où est-ce que, avec, tu sais, les horaires chargés, elle, en plus, c'est même pas moi, là, elle doit avoir des demandes dans tous les sens, genre, tu sais, je veux dire, elle doit se faire demander des services, demander des appels, des trucs tout le temps. Puis je me dis qu'elle a pris le temps de m'appeler un soir comme ça, c'est quand même chic de sa part. Donc, ça, c'est l'histoire que j'ai sur elle. Bon, là, je dévie un peu encore, là, c'est ça le podcast sans restriction, et on va à gauche, à droite. Bon. Il n'y a pas beaucoup de blacks au tennis, hein? Ouais, c'est ça. Comme moi, c'est quelque chose qui quand j'ai vu que t'étais bon, parce que t'as beau être black, tu joues au tennis, si t'es poche, on va jamais s'en rendre compte. Mais toi, t'es black, t'es bon. Moi, le seul joueur black de tennis que je connaissais, c'était Carlton Banks dans Fresh Prince. Est-ce que tu sens... C'est vrai? Est-ce que tu sens que t'as comme une petite pression en même temps d'ajouter parce que tu fais partie du peu de black dans le tennis, hommes et femmes? Ouais, ben c'est pas une pression, je dirais que c'est quand même un privilège parce que j'atteins aussi un autre public, tu sais, je peux être aux États-Unis à jouer à New York ou à Washington, puis tu sais, t'as des Afro-Américains qui normalement iraient pas trop voir le tennis, qui ont entendu parler de moi, puis qui viennent voir le tennis, puis qui m'encouragent, fait que ça me permet quand même d'atteindre un autre public. Puis j'ai pas été non plus le premier. Le premier, en fait, c'est un joueur qui s'appelle Arthur Ashe, qui est une légende du tennis. Ouais, ben oui. C'est le prix à ESPN. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, le stade du US Open à New York est à son nom. Puis lui, il a un peu passé le flambeau au joueur français que je te disais, Yannick Noah, qui est d'origine camerounaise, qui lui qui a aussi gagné Roland Garros. Puis après, il y a eu une génération aussi de Français, Gaël Monfils, son gars qui était black. Mais c'est vrai que dans le tennis, c'est pas un sport, malheureusement, c'est pas un sport encore qui est populaire. C'est pas le soccer, c'est pas le basket où est-ce que tout le monde se regroupe ou le football où est-ce que tout le monde se regroupe sur le terrain puis on se fait une partie en équipe. C'est un sport individuel, c'est un sport qui prend quand même des moyens parce que il faut des terrains de tennis, des fois il faut louer des terrains de tennis. En plus au Canada ici, ça coûte cher l'hiver parce qu'il faut louer à l'intérieur, fait que faut que tu paies à chaque fois. Puis en plus il y a quand même un petit matériel à acheter. Donc qui est pas plus dispendieux que le hockey, par exemple, mais c'est pas comme d'autres sports. Donc, c'est sûr que ça rejoint un public un peu plus limité, mais moi, je pense que c'est pas une pression, c'est plus un privilège de pouvoir amener ça, d'amener d'autres jeunes comme moi, que des jeunes puissent s'identifier à moi. Tu sais, moi, j'avais Tsonga, mon fils, à qui je m'identifiais parce qu'il me ressemblait, tu sais, quand j'étais petit. Exact. Mais ça m'a beaucoup touché l'année dernière. Ma mère a envoyé une photo qu'elle a reçue par une collègue parce que ma mère est enseignante. Puis deux jeunes qui avaient, je sais pas comment elle a eu la photo, mais deux jeunes qui disaient qu'ils s'étaient mis au tennis à cause de moi en me voyant jouer à la télé à la Coupe Rogers. Puis tu sais, t'avais un petit garçon métis, puis t'avais un petit garçon blanc à côté. Puis je trouvais que c'était un beau message. Puis je suis content, c'est un privilège de faire ça, de faire rayonner le tennis d'une autre façon, puis que ces jeunes-là, ben, ils puissent s'identifier à moi comme un modèle. Donc, je vois ça vraiment comme un privilège. Tu vois, ça, c'est le genre de question qu'il n'y a personne d'autre qui t'aurait posé. Le black dans le tennis, Carlton. Non, mais parce que j'étais choqué. C'est comme un patin artistique, il n'y a jamais de black. Hein? C'est pas qu'on sait pas patiner, là. Tu regardes les arénas au Québec, il y a plein de blacks qui patinent. Juste qu'on dirait que c'est pas des sports où on est... je pense que c'est pas des sports qui sont valorisés par la culture. Tu sais, c'est plus cool être un joueur de basket, être un joueur de football, être un joueur de... que être un joueur de tennis, tu sais. Jusqu'à ce que tu deviennes Roger Federer, puis que ou Lewis Hamilton, je me rappelle quand il avait commencé, c'était comme un black qui fait de l'auto, la F1. Là, là, Lewis est rendu un god, là. Ben, j'espère que je peux en amener d'autres qui me ressemblent dans le tennis. Puis tu sais, moi, en plus, j'ai eu la chance, j'ai une mère québécoise blanche puis un père africain.
Donc, c'est un beau mélange. Ça m'ouvre un peu sur les deux comment je dirais, les deux cultures. Les deux cultures, c'est ça le mot que je cherchais. Les deux cultures, puis mais c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est moins cool, tu sais, c'est moins tu sais, le basket. C'est moins sexy. Je sais pas, tu sais, c'est un truc de culture, puis c'est dur à changer, tu sais, c'est comme surtout aux États-Unis. Tu sais, je pense qu'ici c'est peut-être moins vrai, mais aux États-Unis là, tu sais, t'as un joueur jeune américain qui est black aussi, mais sinon c'est quand même pas beaucoup. Juste parce que tu demandes à des Afro-Américains s'ils préfèrent être un NBA All-Star ou d'être un joueur top 10 de tennis, ils vont tous dire NBA All-Star, tu sais. Donc, ouais. C'est vraiment un truc culturel aussi. Par contre, le tennis en Europe, par exemple, là, c'est autre chose, tu sais. Mais yo, moi, je trouve que c'est une belle façon de finir le pod. Ouais. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on refasse ça éventuellement. Ben, plus tard, là, j'ai d'autres monde à interviewer aussi. Là. Mais... Interviewé qui jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on a eu Roselyne Filion, Seb Toutan, Boris Bédé, Benoît Gagnon, on a eu Kim Clavel. Là, aujourd'hui, dans le fond, on tourne 3 épisodes. Donc, je fais toi, Pierre-Luc Dubois des Columbus Blue Jackets et Nick Charbak, l'ancien du Canadien. Donc, j'ai une histoire avec Roselyne. Je me souviens quand je devais avoir, je sais plus c'était quels Jeux Olympiques. C'était peut-être 2008 ou 2012, mais je pense que c'est 2008. J'avais avoir 8 ans. Tu sais, c'est comme les premiers Jeux Olympiques que j'ai regardés parce que les autres, j'avais 4 ans. En 2008, j'ai 8 ans. Puis je pense que Megan et Roselyne ont ramené une médaille cette année-là. Ben, peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment un souvenir. Non, mais t'as raison. De les avoir vus plonger les deux. Puis ça m'est comme toujours resté comme gravé dans la mémoire. Je trouvais que, je sais pas, c'était beau, puis c'était un bel exemple, puis j'en parlais même tu sais, je me souviens avec ma mère et tout, on regardait ça les deux ensemble, puis on était inspirés. Puis donc quelques années plus tard, il y avait une remise de bourse. La Fondation d'athlètes d'excellence du Québec remettait des bourses à des jeunes athlètes prometteurs au Québec. Puis les deux, elles étaient là. Puis il y avait comme un gala, un cocktail. Donc j'avais peut-être, je sais pas, j'avais avoir 13-14 ans peut-être. Puis je les ai vus, donc tu sais, je suis allé vers elle, puis j'ai dit Roselyne, Megan, genre, tu sais, j'ai des grands souvenirs de vous avoir vu plonger, puis est-ce qu'on pourrait prendre une photo et tout. Puis là, les deux, puis je me souviens, tu sais, les deux ils riaient, ils étaient comme, ben c'est presque nous qui devrions demander une photo. Mais c'est ça que j'allais te dire, c'est eux aujourd'hui qui te demanderaient une photo, man. Est-ce que tu te rends compte que t'es comme fucking God? Est-ce que tu te rends compte, man? Puis c'est pas pour te... Puis tu sais que tu me connais. Moi, si tu veux une affaire wack, je vais t'envoyer un message puis te dire yo, c'est fucking wack. Fait que tu sais, moi, je vais toujours être real avec toi. Mais je suis fier de ce que tu fais. Je suis fier de comment tu te comportes. Puis, man, il va falloir qu'on refasse ça, man. C'était nice. En fait, il va falloir qu'on aille manger au grinder, manger notre steak. Là, quand on sort de la quarantaine, là, du confinement, Steak. Yo, c'est steak, patate à Lego. Là, t'as 19, tu peux boire. Steak, patate à Lego, old fashion. Tu sais que j'ai jamais été encore, hein? Ben, bro, I got you. Moi, quand je vais là-bas, là, c'est comme si c'est ça. C'est chez nous. C'est comme manger à la maison. C'est comme manger à la maison. Regarde, tu prends le steak, le ribeye, patate à Lego, puis tu finis avec le dessert, c'est quoi, donc? Le pudding chômeur du dessert, là. Bro, j'avais été là avec des amis de hockey féminin, puis je te dis, moi, faut que je te présente les filles, là. C'est ma soirée préférée of all time, là. Wow, faut que je te présente les filles. Les Marie-Philippe Poulain, Mélodie Daou, comme greatness to greatness, là. Alright, fais attention à toi, mon gars. Merci, Kev. C'était vraiment bien, merci. Ben, c'était très nice. Merci de m'avoir donné de ton temps. Maintenant, retourne jouer à Fortnite. Yo, j'ai acheté un ukulélé. Fait que tu pourrais jouer au piano, puis je vais jouer au ukulélé. On essaiera ça. Alright, fais attention à toi. Merci. Ciao. Yo, c'était incroyable comme discussion avec Félix. Un jeune homme extrêmement brillant, extrêmement mature, extrêmement impressionnant, extrêmement jeune. God damn, le gars de 12 ans
Mais je l'aime beaucoup. Fier de toi, Félix. Je sais que tu réécoutes le pod parce que tu veux t'assurer que t'as pas dit des niaiseries. Mais je veux juste te dire, t'es ma guy. Puis merci à tout le monde d'avoir encore été là pour un autre épisode de Sans Restriction. On l'a dit, nous, on sort du contenu no matter what. On sort du contenu no matter what. Donc, restez à l'écoute. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, @sans restriction, pour savoir qui seront vos... Est-ce que vous avez entendu mon os craquer? Mon os a craqué. Mon os de cheville a craqué. Ça veut dire que c'est le temps que j'allais prendre une marche. Comme, c'est sûr que la prochaine fois que vous allez me revoir à la télé, je vais peser 145 000 livres. Je mange des chips Lay's. J'ai juste des chips Lay's. Je mange des chips Lay's. C'est pas un commanditaire du pod, mais c'est bon. Donc, yo, shout out, puis on se revoit au prochain pod. Merci Félix, merci Bruno à la console et merci Mathieu Brutus pour toutes les bonnes tunes. Là, j'ai faim, man.